Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à la proposition de l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien Sabri Bourgadoum, qui est pressenti, voire même davantage, proposé à la médiation dans la crise libyenne. Le nom de l'Algérien et ancien chef de la diplomatie algérienne se fait de plus en plus citer dans les coulisses et les instances onusiennes comme celui qui pourra remplacer l'actuel envoyé spécial de Guterres en Libye, Stéphanie Williams. Ce choix n'est pas venu de nulle part, mais émane d'une décision bien réfléchie, car du temps de son exercice, Sabri Bourgadoum, connu pour son savoir-faire et son aisance dans le traitement des dossiers, a conforté le sillage de ses prédécesseurs en la matière, celui de la réputation de la diplomatie algérienne, qui n'est plus à démontrer en matière des règlements des conflits et des abcès dans le monde, en particulier des questions régionales. Ce choix est dû plutôt également au fait que Bourgadoum connaît bien le dossier libyen pour l'avoir pratiqué de près lors de son exercice. La proposition donc faite au Conseil de sécurité attend réponse aujourd'hui, un délai qui expire, comme je le disais, aujourd'hui, le 24 juin 2022. Retour sur cette information avec notre invité aujourd'hui, Gamal Abina, expert en questions internationales. Il est en direct avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Gamal Abina, bonsoir et bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous. C'est moi qui vous remercie. Donc, on le disait lors de notre introduction, c'est un petit peu le retour de l'Algérie ou le retour des diplomates algériens dans le concert des nations. Bourgadoum en est la preuve. Selon vous, pourquoi le choix s'est porté sur la personne de Bourgadoum? Et on verra par la suite que ce choix a été proposé également par des personnalités auprès des Nations Unies qui sont des personnalités de la Ligue arabe. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs éléments qui constituent le choix de Bourgadoum, qui est pressenti, parce que c'est pas encore acté. D'abord, c'est l'échec de Yann Koubis, qui était un des négociateurs, qui a dû démissionner, parce qu'il se rendait compte qu'il n'y avait pas de solution. Ensuite, ça a été l'échec de cette négociatrice américaine, Stéphanie Williams, qui a duré 4 mois, mais qui s'est rendu compte de toute façon qu'il n'y avait pas de possibilité. Et j'ai envie de dire simplement qu'il était logique que ce soit les Algériens qui soient pressentis pour la négociation. D'abord parce que la tradition algérienne des négociations remonte déjà, et là on peut s'enorgueillir, puisqu'on est bientôt à la célébration des 60 ans de la Révolution, cette tradition de négocier au niveau de l'ONU pour se faire reconnaître en tant que nation et donc en tant qu'interlocuteur crédible politique, est une tradition qui a été développée bien longtemps, qui a été réfléchie avec des hommes qui avaient quand même une certaine qualité intellectuelle. Et depuis les années 60, 50, 60, 70, les Algériens ont souvent fait montre d'un certain brio dans le domaine de la négociation. On se souvient des négociations avec Carlos par rapport à ses avions détournés. On se souvient de la négociation qui a apporté la paix, du moins provisoirement malheureusement, entre l'Iran et l'Irak du Shah. Le Shah d'Iran, quand c'est sous l'égide de l'Algérie, ils ont enfin réglé la question de Châtel arabe ou de Châtel, enfin les Iraniens considèrent que c'était perse. Mais dans tous les cas de figure, on se souvient effectivement que les Algériens avaient quand même une belle tradition. Il y a aussi l'histoire de l'Éthiopie avec l'Érythrée, de négociation. Et cet homme, qui est un vrai diplomate chevronné, qui a quand même occupé des postes très importants, qui est après maintenant Ramtan Lamamra occupe sa place, mais quoi qu'il en soit, qui a l'habitude. Tout aussi chevronné, oui. Toujours, oui, bien sûr, on a vraiment de grands diplomates. Il faut reconnaître ces qualités aux Algériens. Et c'est en ça, d'ailleurs, je dis que j'ai même envie de penser que l'Algérie pourrait être un négociateur pour les questions ukrainiennes. Mais bon, au-delà de ce sujet, simplement de dire s'il est pressenti, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, Stéphanie Williams, c'est bien mignon, mais c'est quand même les Américains qui ont bombardé la Libye en 2011 pour faire assassiner Muammar Kadhafi, paix à son âme, et surtout pour conduire à la mort de 250 000 Libyens, à l'exode d'1,5 million de Libyens, à la destruction d'un des pays les plus avancés d'Afrique. Rappelons quand même que la Libye était considérée comme un émirat africain. Un des pays où le niveau de vie était très élevé, mais pas seulement, le niveau d'études. Les Libyens ne partaient pas à l'étranger. Quand ils allaient faire des études à l'étranger, ils revenaient sur leur territoire. Donc ce modèle de société de Kadhafi, qui était la Jamaïria, a été écrasé par les bombes sur de faux motifs. Maintenant, on sait que tout était fabriqué, pour en arriver à une guerre civile parfaitement fabriquée, parfaitement organisée, planifiée, alors que Kadhafi, pendant ses 42 ans de règne, avait plutôt privilégié le rapport à l'arabité, au nationalisme arabe, à l'État jacobin national, et qu'on a balayé cette idée-là, qui était une belle idée au demeurant, puisque c'est garantir l'intégrité du territoire. C'était une belle idée. Effectivement, il est logique aujourd'hui que les Algériens soient, puisqu'ils ont toujours eu un rapport un peu ambivalent avec la Libye, mais malgré tout un rapport sain, soient les négociateurs qui pourraient peut-être amener ce qu'on appelle aujourd'hui les frères ennemis, en gros, Syriac,
cyrénaïque, tripolitaine, un peu de Fezzan, le sud. Il pourrait les amener sur une table de négociation pour leur expliquer que 10 ans de guerre civile, quasiment 11 ans, ça n'a que trop duré. Ça ne profite pas aux Libyens, évidemment, et surtout, ça satisfait pleinement les ennemis de la Libye. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux un Algérien qu'un Américain, ça va de soi. Oui. Alors, nous savons très bien que, c'est-à-dire, aujourd'hui, Sabri Bourgadoum, son exercice à la diplomatie, il est très rompu à l'exercice à la diplomatie, il n'est plus à démontrer, et qu'il était déjà sur le dossier parce qu'il a côtoyé de près ce dossier libyen, justement, avant son départ, lorsqu'il était en exercice ici même en tant que ministre des Affaires étrangères, ce qui veut dire qu'il connaît vraiment le dossier libyen et que peut-être il ne peut être qu'algérien, celui qui apportera la solution à la Libye, puisque c'est quand même, nous avons des ressemblances dans la société, dans la configuration militaire et dans la configuration économique et sociale, monsieur Habina. Tout à fait, l'Algérie et la Libye ont beaucoup de similitudes sur plus d'un plan. D'abord, le nationalisme arabe, qui était partagé par l'Algérie, évidemment, mais pas seulement. La société dite sociale, puisque les Libyens s'inscrivaient dans le socialisme et dans ce courant de tiers-mondisme et surtout de non-alignement. On a des points communs parce qu'on a subi tous les deux, évidemment, ces deux pays frontaliers. On a une frontière commune très importante avec la Libye, mais deux pays qui ont subi un colonialisme relativement barbare d'un côté, qui n'a pas duré longtemps, c'est le colonialisme italien de l'époque de Mussolini, qui a quand même tué un grand leader arabe, ne l'oublions pas. Il a fait assassiner le lion du désert, Omar Mokhtar. Et donc, et de l'autre côté, l'Algérie, pareil, qui a eu beaucoup de grands leaders qui ont été assassinés, de grands résistants. D'ailleurs, je trouve que Omar Mokhtar, par beaucoup de similitudes, ressemble à l'émir de Khader. Deux tradis, deux hommes de culture et de religion. Le même combat, la même lutte et même les mêmes principes, oui. Tout à fait, avec le même principe de combat asymétrique, mais quoi qu'il en soit, des combats d'hommes de grande qualité, avec un certain âge, une certaine sagesse. Tout ça pour dire que ces pays se connaissent très bien. Il y a eu des hauts et des bas avec la Libye. Dans les années 80, la Libye n'était pas forcément bien vue en Algérie, parce qu'on considérait qu'elle attisait un petit peu quelques mouvements, c'est pas séparatistes, mais plus ou moins identitaires. Puis après, dans les années 90, ça s'est un petit peu dégradé, puis ça s'est amélioré. Et puis après, il y a eu un retour en odeur synthé avec les Libyens, puisqu'ils s'entendaient bien avec les Algériens dans les années 70. Et surtout, la Libye a participé avec l'Algérie d'un mouvement extraordinaire. Il ne faut pas oublier. La nationalisation du pétrole, quasiment, les Libyens et les Algériens l'ont fait en même temps. C'est les premiers à avoir récupéré la souveraineté sur les richesses nationales. Ce qui a donné plus de force. Tout à fait. Les Libyens ont fait partir les bases anglaises et américaines de leur territoire avec l'arrivée de Muammar Kadhafi après sa révolution dite, il ne faut jamais l'oublier, blanche. Une révolution qui n'était pas sanglante. Il n'y a pas eu de mort. Jamais oublier cet aspect essentiel. Et donc, par rapport à ça, effectivement, les similarités sont là. Et puis bon, culturellement, on est très proches, évidemment. Et puis surtout, la question palestinienne est partagée par les deux peuples. La question de l'islam apaisé est partagée par les deux peuples. Donc tout cela fait qu'un Algérien peut être plus en mesure, et largement plus en mesure qu'un Yann Koubich ou qu'une Williams. Stéphanie Williams, oui. Stéphanie Williams, c'est ça, je dis Williams. Oui, absolument, oui. Une femme américaine qui n'a pas de culture arabo-musulmane, qui ne parle pas forcément bien la langue, elle la parle peut-être, mais pas tant que ça, mais surtout qui ne peut pas considérer comme étant, excusez-moi, qui ne peut pas se considérer comme étant une sorte de personne avec une certaine aura ou une certaine respectabilité par rapport à ce que son pays a fait à la Libye. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vrai que les Algériens ont beaucoup plus de facilité à parler à leurs frères. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. La signature des cessez-le-feu était sous l'égide des Algériens, je le rappelle tout de même. Oui, alors vous faites bien de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de penser à la personne de Sabri Bourgadoum est un aveu d'échec de tout ce qui s'est fait, les efforts de Stéphanie Williams, ou tout simplement parce que Stéphanie Williams est en fin de mission? Alors, c'est pas qu'elle est en fin de mission, elle savait très bien que son échec serait consommé. On va le dire ainsi, quand même. Elle a parlé pour le dernier... Oui, largement. Surtout, elle parlait de dernière chance. Dès que vous entendez dans une négociation la dernière chance, ça veut dire qu'il n'y a pas de chance, tout simplement. J'ai jamais entendu parler de négociation de la dernière chance qui aboutissent à quelque chose de positif. C'est que tout se passe mal et qu'on arrive au bout de course. Ensuite, parce que effectivement, il y a deux gouvernements de Libye, un reconnu internationalement, qu'il plaise ou pas, qui est soutenu par les Turcs particulièrement, un autre qui est légalement illégitime, évidemment, qui a voulu faire partir le Premier ministre reconnu, Baïda, par anticipation, ce qui était déjà revenir sur les fondamentaux de ce fameux gouvernement d'un côté Tobrouk et de l'autre côté Tripoli. Vous parlez de Béchara. Et surtout, on se rend bien compte que la Libye... Oui, absolument. Et on se rend bien compte que la Libye est un enjeu, c'est un grand gâteau économique, c'est un énorme producteur de pétrole et surtout de gaz. La Libye. Le pays a été attaqué.
Oui, la Libye, absolument. Oui, oui, oui. Et il y a des mercenaires qui sont sur le territoire. Oui. 3500 sont estimés à peu près. D'ailleurs, il a très bien dit Boukhadoum, il a expliqué que pour qu'il y ait la paix en Libye, il fallait que ces mercenaires partent. Il fallait en finir avec ces armes disséminées et il fallait que les frères se parlent. C'est un discours qui quand même reste raisonnable, mais pose problème pour ceux qui sont à l'extérieur de la Libye, qui font pression, égyptiens, turcs, qataris. On a toute une collection comme ça d'acteurs internationaux, sans parler des Français, Anglais, Américains, qui ont tendance à vouloir attiser les flammes et qui ne veulent pas la paix civile en Libye. Évidemment, les Algériens ont tout intérêt à ce qu'il y ait un retour de la paix pour deux raisons. Oui. D'abord parce que c'est leur frère, ça c'est une des principales raisons. Et la seconde parce qu'il y a des relations économiques très intenses qui sont en train d'être négociées entre l'Algérie et la Libye et qui pourraient recréer une sorte de dynamisme régional qui permettrait de pouvoir peut-être, qui sait, revenir à ce rêve du Maghreb uni arabe qu'on avait rêvé dans les années 80 et 86. Alors on va le voir ensemble, Monsieur Gamal Abina, sur un tweet qui a été fait donc par l'agence presse libyenne où justement on parle on le voit maintenant, on parle de Sabri Boukhadoum qui est donc pressenti et bien sûr par qui il a été proposé. Et je donc rappelle à nos amis téléspectateurs, ou je précise, je donne l'information, qu'il s'agit du chef de la délégation permanente de la Ligue arabe auprès de l'ONU. Il s'agit donc de Majed Abdel Fattah, l'ambassadeur en question, qui a proposé justement l'intervention dans son intervention auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, la désignation de Sabri Boukhadoum au poste de chef de la délégation onusienne en Libye, parce que, comme on vient de le dire, ils estiment qu'il est la personne à même de rapporter des solutions puisqu'il connaît très bien le terrain et la mentalité des Libyens, une mentalité assez proche de celle de son pays voisin qui est l'Algérie. Monsieur Gamal Abina, Sabri Boukhadoum, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, avait déclaré lors de son exercice de fonction, je le cite, avec la venue, bien sûr, à l'époque du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever les différents défis extérieurs. De nombreuses questions nécessitent la présence du président et avec son retour, l'Algérie va passer, comme je le disais tout à l'heure, à la vitesse supérieure pour relever tous les défis qui se posent à elle, c'est-à-dire à l'Algérie aujourd'hui. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec la venue du président Tebboune, si vous voulez, la diplomatie a repris ses lettres de noblesse depuis quelque temps surtout? Ah, tout à fait. Les gens ont tendance à... Bon, on entend les caricatures habituelles auxquelles je ne réponds pas en règle générale. L'Algérie sera un régime militaire tenu par l'armée. Face à ce genre de raccourci très, très réducteur me paraît hautement douteux de la part de ceux qui attaquent l'Algérie. Très simpliste. On peut critiquer certains systèmes. C'est très simpliste et réducteur. L'Algérie, c'est aussi des hommes d'affaires, c'est aussi des politiques, c'est aussi une société civile, c'est aussi le Hirak. Bref, l'Algérie, c'est un pays riche, c'est pas un pays pauvre et réduit à l'état d'une vulgaire dictature militaire comme on en voit ailleurs. Mais une chose est certaine, c'est que la diplomatie algérienne, elle, a toujours fait ses preuves. Je ne vais pas faire la liste des gens qui étaient diplomates. J'ai d'ailleurs, pour vous donner une petite idée, j'étais un ami personnel de Sami Boumendjel, le fils de Ali Boumendjel qui a été assassiné par la France, dont l'oncle était négociateur aux accords d'Évian. C'est vous dire à quel point des avocats, enfin des gens on avait peu de personnes qui avaient accès aux études supérieures sous le colonial français, puisqu'ils étaient que 16%, mais le résultat des cours, c'est qu'ils étaient excellents. C'est ça qu'il faut retenir. Et que la question libyenne intéresse l'Algérie parce que l'Algérie a des problèmes sur toutes ses frontières. Le Mali, évidemment, le Sahara occidental avec le Maroc, la Tunisie qui est instabilisée chroniquement parce que les questions économiques qu'on connaît aujourd'hui et de questions de droit et de constitution, et la Libye. Donc toutes ces frontières sont, même le Niger, j'ai oublié le Niger, toutes ces frontières ont des soucis avec des problèmes sécuritaires ou même de guerre civile comme on voit en Libye. Ces guerres sont très souvent alimentées et les Algériens ont eu l'habitude de négocier sur des théâtres d'opérations difficiles. Pourquoi? Parce que l'Algérie, il faut le rappeler toujours, les gens oublient ça, n'a jamais fait la guerre à personne. C'est une chose qui est quand même notoire. On a une armée nationale populaire qui n'est là que pour défendre les frontières. Et même s'il y a une réforme récemment pour dire qu'elle pourrait intervenir, se déporter à l'extérieur pour amener peut-être la paix, on ne sait pas, mais une chose est certaine, l'Algérie n'a jamais fait la guerre. C'est important de le souligner. Et quand l'Algérie négocie avec deux pays antagonistes comme l'Iran, par exemple, à l'époque, et le Shah d'Iran, d'un côté Saddam Hussein de l'autre, qui sont quand même pas les enfants de cœur, ils obtiennent des résultats. Donc, je pense que les Libyens sont les premiers, et d'ailleurs, vous l'avez souligné avec ce tweet, à appeler de leur vœu une négociation algérienne qui avait déjà porté ses fruits. Ils ont apporté une paix civile, cessé le feu, ils discutent d'homme à homme et de frère à frère, et ils discutent les yeux dans les yeux, en disant, parce que les Algériens ont une particularité. Ils sont de fins négociateurs, mais en même temps, il y a une fermeté dans l'expression
qui dit qu'ils vont jusqu'au bout de leur démarche et que si la démarche n'aboutit pas, ils les abandonnent. C'est simple. Donc avec l'arrivée de cette nouvelle mandature, avec cette tradition algérienne très connue on l'a bien dit, effectivement, de négociations en termes de relations diplomatiques, et puis surtout avec une puissance militaire considérable et accrue aujourd'hui. On se rappelle de la sortie hasardeuse d'un homme pour lequel j'ai aucune sympathie, le général Haftar, qui est véritablement celui qui pose problème en Libye aujourd'hui. Il a quand même menacé l'Algérie d'une agression. Il s'est ridiculisé très vite, mais tout de même. C'est vous dire un peu il a eu la réponse immédiate. La réponse a été immédiate, il me semble. Oui. Immédiate et de la part des Libyens qui lui ont dit va se calmer mon ami parce que tu es en train de parler de gens très sérieux, là on ne rigole pas. Donc c'est dire un peu le ridicule du personnage. Enfin bon, lui, j'ai aucune sympathie, un traître reste un traître. Mais une chose est certaine, c'est que la Libye a quand même des relations depuis toujours relativement bonnes avec l'Algérie, surtout de compréhension et de respect mutuel. Donc aujourd'hui, je pense que quel autre interlocuteur qu'un homme issu d'un pays arabe, musulman, peut-être berbère ou arabe, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est la tradition bédouine qui est toujours inscrite. Cet homme comprend les rapports de paroles données, de regards fermes, de discussion et de paix. Rappelle quand même, puisqu'il a des référents islamiques, que des frères ne se tapent pas dessus. C'est des choses comme ça qui ont l'air de rien, mais c'est des éléments de langage qui conduisent à pouvoir apaiser les tensions. Et c'est vrai que les Libyens, qui ont une certaine fierté aussi, ont besoin d'être entendus de façon ferme par des gens qui ont une fierté. Notre pays a quand même cette réputation d'avoir résisté à un ogre comme étant la France coloniale. Donc aujourd'hui, ils peuvent dire, faites un effort, les frères. Remettez-vous d'accord. Vous perdez tout et tout le temps aujourd'hui, alors que vos ennemis alimentent cette guerre. Donc c'est en cela que je pense que peut-être, j'espère que cet homme qui va être pressenti pour Khadoum comme étant négociateur fera le même travail qu'avait réussi à faire aussi à l'époque de la guerre en Irak, l'ex-président. J'ai failli le dire. Ben Yahya, vous parlez de Ben Yahya? Non, le président algérien, c'est vraiment, on a dit son nom pendant 20 ans, pas Boumedienne, son porte-parole des affaires étrangères, comment il s'appelle déjà? Notre ancien président, qui est décédé malheureusement. Abdelaziz Bouteflika. Ah ouais, c'est Bouteflika, c'est incroyable. J'ai tellement rentré de Oui, ça se comprend, ça peut se comprendre. Ouais. En tous les cas, il avait fait le travail à l'époque, et c'est quand même un fin négociateur aussi, il ne faut jamais l'oublier. Oui, effectivement. D'ailleurs, l'histoire retiendra combien le talent des diplomates algériens a montré ses preuves et a été efficace sur plus d'un plan. Alors, aujourd'hui, que le choix se porte sur Sabri Boukhadoum, comme je le disais, n'est pas un fait du hasard, mais parce que, tout simplement, le fait que, justement, il soit pressenti et qu'il soit proposé par Antonio Guterres, c'est que, quelque part, on y a décelé en lui l'homme de la situation. Contrairement à ce qui se dit dernièrement par rapport à cette diplomatie algérienne, pour certains détracteurs du côté du Marzen, qui parlait bien entendu d'une diplomatie en déclin qui n'a plus aucun attrait ni aucune, je dirais, aucune ascendance dans le concert des nations. Monsieur Habina, qu'en pensez-vous? Non, ça c'est juste des paroles ridicules tenues par des dogmatiques. J'ai eu l'occasion de débattre avec pas mal de Marocains qui ont une tendance un peu royaliste. Bon, ça c'est pas très grave. Le déclin, si déclin il y a eu, il a existé, c'est pendant la guerre civile parce qu'évidemment l'Algérie était repliée sur elle-même et qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper des affaires des autres. En revanche, dès après la guerre civile, très rapidement, elle a repris ses lettres de noblesse. On se souvient des négociations en 2015 pour le Mali. On se souvient qu'il propose toujours un bon office pour différents dossiers. Et moi, j'ai envie de croire que Boukhadoum sera le Pérez de Cuellar qui avait amené la paix entre l'Iran et l'Irak durant ces 8 années de cauchemar et de guerre. Donc non, quand ils disent ça, bon, malheureusement, c'est des gens un peu dogmatiques, comme je le dis. On peut être pas d'accord avec l'Algérie, il n'y a pas de problème, c'est acceptable. On peut ne pas être d'accord sur des questions de tracer les frontières, il n'y a aucun problème. Mais pas au point d'être ridicule. Et j'ai envie de répondre à ces détracteurs. Donnez-moi un seul, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça m'a fait rire. Donnez-moi un seul fait d'armes diplomatique marocain. Donnez-moi un seul. Il n'y en a jamais eu. Il faut être très clair. Ils n'ont jamais amené la paix nulle part. Ils n'ont négocié auprès de personne, à part leurs intérêts. Mais nous, l'Algérie, on était présents sur l'Afrique du Sud, on était présents sur l'Iran, on était présents sur l'Éthiopie, sur le Mali. On était présents un peu partout dans le monde. On est vraiment dans, c'est une sorte, pour faire simple, l'Algérie, c'est une sorte c'est en cela que la diplomatie algérienne est fine. Ils ne sont pas rupturés avec les États-Unis, loin s'en faut. On le voit bien avec le dernier salon qui est mis à l'honneur les États-Unis pour le business. Et en même temps, ils ne sont pas rupturés avec les Russes. Donc les Algériens parlent avec tout le monde, même avec les Français qui, pour autant, ont une relation difficile à l'Algérie, mais il n'en demeure pas moins que M. Tebboune a félicité la réélection de M. Macron, qu'il considère comme un interlocuteur crédible. Donc je ne pense pas que le rapport diplomatique algérien soit à déconsidérer, mais par contre, le sous-jacent de ce propos est beaucoup plus malsain.
Oui. C'est-à-dire qu'on part du principe que les Algériens sont des gens nerveux, tendus, donc colériques, et qui ne seraient pas capables de négocier. Une stigmatisation à tort, je pense. À tort, et c'est ridicule, parce que ça veut dire qu'on essentialise tout un peuple, parce qu'il y aurait, nous, par exemple, moi je connais bien Alger, ma famille était d'Alger et de Gigel, on est un peu sanguin à Alger, c'est vrai, mais Alger n'est pas l'Algérie. L'Algérie, c'est un État-continent. Donc l'Algérie, il y a autant de diversité que de qualité et que de différence. Donc de dire cela, c'est réduire un peuple à l'état d'animaux, et ça, j'aime pas du tout ce genre de propos. C'est très bien, oui. Alors, il y a deux faits, Monsieur Gamal Abina. Il y a le fait que le Conseil de sécurité attend justement la réponse, c'est-à-dire que la proposition a été faite au Conseil de sécurité. On attend aujourd'hui, en principe, le délai devrait expirer aujourd'hui. Donc, on attend la réponse. Est-ce que vous pensez que la réponse sera affirmative ou pas, selon vous? J'ai du mal à croire que le Conseil de sécurité, sachant le poids considérable que pèse l'Algérie aujourd'hui sur le plan militaire et politique, puisse écarter la seule voie sérieuse de négociation d'un pays qui a une tradition de négociation. J'ai du mal à croire que tous les échecs entre Koubis d'un côté, le Slovaque ou l'Américaine, conduisent à autre chose que ce qui est demandé évidemment par les pairs arabes, en l'occurrence la Ligue arabe, les 22 États, puisse conduire à autre chose qu'à une présentation de l'Algérie qui est le pays le plus proche, le plus traditionnellement enclin à discuter avec les Libyens, qui n'a pas eu de problème, quel qu'il soit d'ailleurs au demeurant, et qui surtout a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Donc je pense qu'effectivement, avec l'appel des Libyens, les Libyens eux-mêmes le réclament, ils vont faire appel à cet intermédiaire qui fera sans doute, je l'espère bien, le travail, et qui conduira, et ça je l'appelle mes vœux, parce que moi j'aimais beaucoup la Libye avant qu'on la charcute comme ça, j'appelle mes vœux que ce pays se redresse, redevienne dans une dynamique fraternelle avec l'Algérie, la Tunisie, enfin tous les pays du Maghreb, redeviennent le pays qui n'aurait jamais dû cesser d'être, une sorte de rayonnement africain, parce que les Libyens avaient une ambition africaine qui était affirmée, arabe qui était affirmée, musulmane, bref, c'était quand même une plateforme intellectuelle intéressante de ce point de vue-là, et politique. Donc j'ai du mal à croire qu'on écarte le seul représentant sérieux qui connaisse à ce point le dossier et qui fera sans doute très bien le travail. Alors, il y aura une réunion bientôt à Genève concernant cette crise libyenne. Elle va réunir les deux rivaux, c'est-à-dire Mechri, le président du Haut Conseil libyen, et également, bien sûr, Aguila Saleh, qui est le président du Parlement. On espère trouver peut-être Bourkadoum dans cette réunion, même si elle est convoquée, bien sûr, par... elle est censée être présidée également ou menée, la médiation, par Stéphanie Williams. On a parlé de Bourkadoum, on a parlé de la personne de Bourkadoum, on a parlé de la diplomatie algérienne, mais on a vu que l'information était beaucoup plus reprise par les médias libyens. Est-ce que cela atteste du fait que l'information est tellement bien accueillie et que les Libyens sont pour justement d'avoir plutôt un médiateur algérien et en l'occurrence Sabri Bourkadoum? Oui, tout à fait, parce que les Libyens, d'abord, ils n'ont rien à reprocher à l'Algérie. Il suffit juste pour s'en rendre compte d'une chose. Je reprends un petit peu ce qui s'est passé. Moi, j'étais vraiment très affecté par l'assassinat de Kadhafi et par la destruction de la Gémérien. J'ai lu le livre vert, bon, c'est un livre qu'il a écrit en son temps, mais surtout, j'ai constaté que lorsque la Libye commençait à imploser, l'Algérie n'a pas pris parti pour une partie ou pour l'autre, mais elle a reçu, tout de même, Aïcha Kadhafi et sa mère. Ils les ont reçus comme des réfugiés de guerre. Ils ont prêté main à une personne en détresse ou à des personnes en détresse. Voilà, sans prendre parti, ils l'ont bien précisé, nous ne prenons pas parti, mais il y a des gens qui sont en détresse, il y a une guerre civile, on veut les assassiner, ils ont quand même tué la moitié de sa famille, faut le dire. En danger, c'est des personnes qui étaient en danger. Tout à fait, en danger, et puis des femmes, lui aussi. Donc ça a été une chose qui était tout à l'honneur de l'Algérie. Même les Libyens opposés à Kadhafi ont quand même su reconnaître que c'était quand même un acte assez noble de la part des Algériens. Ensuite, parce que, effectivement, je le rappelais, il y a très peu de pays arabes qui ont une tradition de négociation, il n'y a aucun pays arabe qui négocie. C'est pas dans l'ADN des Arabes, c'est rare. Oui. Malheureusement, ils sont tous dans une sorte de clivage. Ils s'entendent très rarement à leurs frontières. Nous, à part la question du Sahara occidental, qui est la pomme de discorde qui va être réglée, j'espère, un jour, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas de problème avec nos frontières, en règle générale. Ça se passe bien. On n'a pas de problème avec le Golfe, et pour autant, il y a eu quand même des propos très déplacés de certains émirs du Golfe, mais l'Algérie est restée tout de même très courtoise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de se dire que les Algériens acceptent de négocier. On se rappelle de l'affaire des 3 Algériens qui ont été tués à la frontière du Sahara occidental. Tout le monde s'attendait à une escalade. Immédiatement, l'Algérie a porté la question à l'ONU. Encore une fois, on reste sur le terrain diplomatique. Et ça, c'est se montrer adulte. Se montrer un État fort. Les États faibles se font la guerre, les États forts négocient sur les rapports de force, mais négocient en réfléchissant à la perspective future. Et en l'occurrence, je pense que les Libyens ont très bien accueilli cette possible annonce qui va peut-être enfin à dénouer cette bataille, parce qu'il faut savoir quand même ce que répète Bourkadoum. Il dit toujours, il faut que les milices s'en aillent.
il faut qu'il y ait des élections, il faut que les Libyens s'entendent, qu'il y ait une sorte de consensus national. Ça, c'est des choses qui ne mangent pas de pain à dire, mais c'est le seul à le dire quasiment. Les autres ne le répètent pas aussi fort, parce que lui a tout intérêt à dire aucune milice, qu'elle soit d'origine turque ou qatari ou d'Arabie ou même d'autres sphères beaucoup plus obscures, aucune milice n'a le droit de siéger en Libye, ce qui est normal. Oui. Monsieur Gamal Abina, pensez-vous que cette venue de Sabri Bourgadoum, et on l'espère qu'elle sera validée par le Conseil de sécurité, c'est tout le mal qu'on souhaite à la Libye, est-ce que vous pensez que ça va ramener un nouveau souffle justement à tout le processus de dialogue interlibyen? Je pense que ça peut apporter un souffle pour une raison simple. Et là, on va élargir la voilure. On ne va pas rester en Libye seulement. Oui. L'Algérie est en très bon terme avec la Turquie d'Erdogan. Ça se passe très très bien. Donc, elle est en mesure de discuter avec Erdogan. La Libye est en très bon terme avec l'Égypte. On n'a pas de rupture de relations diplomatiques depuis l'affaire des accords de Camp David. Depuis, ça s'est pacifié. L'Algérie n'a pas de problème avec le Qatar. Bien au contraire. Elle a su aider le Qatar au moment où il s'apprêtait à être attaqué par l'Arabie. Donc, ils ont montré quand même une certaine noblesse. Et l'Algérie n'a pas de problème avec différents intervenants étrangers, états-uniens, français, russes, qui soutiennent aussi, n'oublions pas l'Égypte, parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'histoire. Hein. Donc, l'Algérie discute avec tout le monde. Ce qui fait que quand on discute avec tout le monde, on devient un intermédiaire crédible et on peut faire en sorte de faire pression sur les États d'origine de ces fameux mercenaires ou de ces fameux milices qui soutiennent certaines factions en Libye. Voilà, pour désamorcer. Parce que la sortie de crise de la Libye ne se fera pas autrement que par l'arrêt des soutiens extérieurs aux différentes factions en Libye. Tant que ces factions sauront qu'elles ont un soutien extérieur financier et militaire, le pays continuera à saigner. Alors que le jour où ces soutiens seront taris ou neutralisés, à ce moment-là, on pourra y arriver. Et les seuls en mesure de le faire, effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas partie prenante dans la guerre, c'est les Algériens. Ils ne sont pas jamais intervenus, n'ont jamais envoyé le moindre soutien d'aucune façon que ce soit, ont même un temps été menacés par ce rigolo de Haftar, et pour autant, c'est les Turcs qui ont fait barrage. Donc c'est vous dire que réellement, on est dans une configuration très particulière qui fait que l'Algérie a son mot à dire et que les Arabes, je parle de Ligue arabe, ne s'y trompent pas, les Libyens ne s'y trompent pas, l'ONU va finir par valider. J'ai du mal à croire qu'ils feront autrement. Oui, alors je reprends toujours les déclarations de Sabri Bourgadoum que j'ai défrichées comme ça légèrement. Et je retrouve une déclaration qu'il a faite lors de son exercice en tant que ministre des Affaires étrangères algérien. Il avait donc, à une occasion bien précise, rassuré qu'aucune déclaration d'un responsable étranger ne peut nuire à l'Algérie de quelque manière que ce soit et qu'il ne faut pas craindre les défis. Il semble quand même être un homme de défi. Et la Libye en est un. Tout à fait, c'est un défi qui est important. La Libye est un très grand producteur de gaz et de pétrole. C'est un pays, c'est le pays le plus désertique de la Terre. C'est le pays où les amplitudes de température en termes de chaleur sont les plus élevées. C'est le pays où le nationalisme arabe, un des nationalismes arabes, l'enfant naturel, pas naturel, mais enfin l'enfant spirituel de Nasser, il a pris ses places. Je parle du 1er septembre 69 en la personne de Mouammar Kadhafi. C'est le pays qui, effectivement, consacre beaucoup d'éléments entre la tradition bédouine et puis l'arabité et puis la berbérité. Il y a tous ces éléments qui se réunissent. Effectivement, lorsque lui, qui est un homme de défi, effectivement, vous faites bien de le dire, c'est un vrai défi de ramener la paix en Libye. Après 10 ans de guerre civile, après la mort le 20 octobre 2011 de Kadhafi, l'assassinat, il faut l'appeler comme ça, de Kadhafi par des forces étrangères, eh bien, il se rend bien compte des enjeux et il comprend que l'Algérie a tout intérêt à ce que la Libye soit pacifiée, parce qu'effectivement, ça reste, il faut jamais perdre de vue, nous, en tant que Maghrébins, un peuple frère, qu'on ne peut pas voir souffrir comme ça éternellement. Donc c'est vrai qu'il le fait aussi avec un certain attachement. Je pense que, on l'entend dans les journaux algériens, le peuple libyen frère doit absolument revenir à la paix et doit se réconcilier. C'est ça le plus important. Et je pense qu'il est en mesure de le faire. Voilà. Alors, disons, à la lumière de ce que l'Algérie a pris en ce moment, ces derniers temps, surtout avec toutes les circonstances et les changements que le monde est en train de vivre, prend de plus en plus sa place dans le concert des nations, avec ses positions fermes, ses positions sérieuses, en tant que partenaire sérieux et fiable. Monsieur Gamal Abina, je vous donne le dernier mot sur cette proposition, encore, je le dis entre guillemets, parce que la réponse définitive n'est pas encore donnée. On espère qu'elle sera donc validée par le Conseil de sécurité. Le dernier mot, Monsieur Abina, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Merci. Le dernier mot, il va se concentrer en une seule parole très simple, c'est que j'espère, et là maintenant je vais faire l'invitation divine, Inch'Allah,
j'espère effectivement qu'il sera nommé et qu'il sera la solution à ce problème catastrophique que subit la Libye depuis 10 ans. J'espère qu'ils vont enfin trouver dans un interlocuteur sérieux et crédible quelqu'un qui pourra neutraliser les forces étrangères et qui pourra dire aux Libyens: vous êtes des frères, redonnez une nation unie, forte et digne. Merci beaucoup, M. Abina. Merci beaucoup, M. Abina, d'avoir accepté notre invitation et de votre éclairage. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre édition spéciale pour aujourd'hui. Dans un instant, je vous laisse avec le journal de 19h. Il vous sera présenté par Fatma Mhenni. Au revoir.